Au cœur du Sahel, un pays sans rivage annonce la mise en service d'une marine nationale pleinement opérationnelle. Longtemps, la géographie a semblé condamner le Burkina Faso à l'enclavement, mais des patrouilleurs modulaires, assemblés localement avec une expertise alliée, sillonnent désormais rivières et l'axe stratégique du territoire. Là où beaucoup ne voyaient qu'un plafond, d'autres lisent une brèche. En quoi ce basculement change-t-il la sécurité, l'économie et la fierté collective? Et que dit-il du pari d'Ibrahim Traoré dans ce moment charnière? Une autre carte du possible se dessine déjà, nette et provocatrice. Cette enquête promet de démêler, pas à pas, ce qui a rendu possible un projet jugé impensable. Des accords régionaux, une ingénierie adaptée aux eaux intérieures, une formation accélérée des équipages et un financement annoncé comme moins intrusif. Le bénéfice pour vous: comprendre un modèle transposable sans forcer les faits. Les enjeux sont élevés. Il s'agit de souveraineté perçue, de sécurité des frontières, d'emplois locaux et d'un imaginaire collectif qui bascule quand un drapeau flotte sur la proue d'un navire en pays enclavé. Nous suivrons une règle simple: ne rien ajouter qui n'apparaisse pas dans les sources fournies, reformuler avec prudence et éclairer les conséquences concrètes pour différents acteurs, des citoyens aux partenaires régionaux. Une micro-révélation servira de repère précoce. Le accès maritime évoqué ici n'est pas une sortie vers l'océan, mais un corridor sous contrôle souverain appuyé par le droit, où circulent des modules navals et des convois logistiques. Si ce cadre tient, on peut évaluer avec mesure ce que gagne un État enclavé, lorsqu'il reconfigure ses contraintes en levier. Voici une mini-révélation. Dans ce récit source, le accès maritime prend la forme d'un corridor sécurisé et déclaré légalement, et non d'un rivage nouvellement conquis. Autre point saillant chiffré: un montage de financement annoncé à 800 millions de dollars, articulé entre fonds africains et prêts chinois, présenté comme sans conditions politiques. Le contexte tient en quelques scènes. Des modules navals de type patrouilleur, préassemblés, puis montés sur une base proche de Ouagadougou, des rivières recalibrées, de nouveaux canaux, et le renforcement d'environ 50 km de routes militaires pour relier les pièces de ce dispositif. La séquence diplomatique, telle que décrite, revendique un enregistrement auprès de l'Union africaine et des Nations unies, avec un ancrage dans la légitime défense collective. Elle insiste sur la conformité juridique du corridor et sur l'idée d'un contrôle souverain, à distance des interprétations néocoloniales. Sur le terrain social, la narration aligne plusieurs marqueurs: création d'emplois pendant la construction, puis en phase d'exploitation, retour de jeunes via un service volontaire, école en visite à la base, émergence de petites entreprises d'approvisionnement et de services autour de l'infrastructure. Côté résultat, des chiffres sont avancés: réduction d'attaques aux frontières, amélioration des délais de réponse évalués à 42%, hausse du recrutement militaire de 68%, progression des investissements directs étrangers de 23% après l'inauguration du corridor. L'économie locale, poursuit le texte, se diversifie autour de la logistique, avec des exportations minières, cotonnières et agro-industrielles mieux valorisées par la baisse des coûts de transport et une sécurisation accrue des axes. Enfin, un élément identitaire traverse la narration. Voir un pavillon national sur des coques, pour un pays enclavé, déplacerait l'imaginaire collectif et réarticulerait la fierté civique. En toile de fond, Ibrahim Traoré est cité comme figure d'un pari politique. Rompre avec une dépendance présentée comme systémique, substituer des alliances régionales et techniques et revendiquer une autonomie d'arbitrage. Cette mise en contexte, prudente, permettra d'examiner ensuite la chronologie des décisions et des effets annoncés, sans extrapolation au-delà des éléments fournis. Le fil conducteur du récit se cristallise autour d'un acteur collectif: les ingénieurs et techniciens burkinabés qui, formés sur le terrain et à l'étranger, ont mené la transition d'un concept abstrait vers une flotte réelle. C'est par leur travail que l'idée d'une marine sans mer devient tangible. Parmi eux, un symbole revient: une ingénieure, Mariam Traoré, responsable de la mise en service d'un des premiers patrouilleurs, explique comment sa réussite a transformé la perception des jeunes filles de son village. Ce micro-témoignage illustre la bascule du possible. L'innovation n'est plus perçue comme importée, mais comme un acte national. L'impact initial se mesure en plusieurs dimensions. D'abord psychologique.
Pour la première fois depuis des décennies, les habitants des régions proches du corridor observent un projet où l'État est le moteur, non le spectateur. Ensuite institutionnel, la base navale de Ouagadougou, baptisée Centre des opérations Thomas Sankara, fonctionne comme pôle technique et médical intégrant la télémédecine et la formation conjointe civilo-militaire. Enfin économique, 12 000 emplois créés lors de la phase de construction, 4 000 permanents dans la logistique, la maintenance et la sécurité. Le gain de confiance, davantage que les indicateurs, agit comme levier de stabilisation. Le retour de jeunes volontaires, la réactivation d'entreprises locales et une redistribution de revenus vers écoles et centres de santé montrent un cercle vertueux. Le récit, jusque-là centré sur l'effort collectif, prépare le terrain à une question plus large. Si un État enclavé peut convertir sa géographie en ressources, jusqu'où ce modèle reste-t-il spécifique au contexte du Sahel ? La chronologie reconstituée suit 3 actes. Activation, apogée, onde de choc. En parlant d'activation, en 2023, le Burkina Faso s'engage avec le Mali, le Niger et le Bénin dans un accord d'accès maritime baptisé Transaélien. L'objectif, relier les réseaux fluviaux internes à un port ami, Cotonou, par un couloir juridiquement souverain. Les premières équipes, soutenues par des partenaires africains et chinois, se mettent à l'ouvrage. Les plans d'infrastructure prévoient un réseau de canaux élargi, la création d'aires de transbordement et la consolidation des routes logistiques sur 50 km de terrain. Moins de 15 mois plus tard, les premiers modules navals circulent. Quant à l'apogée, le lancement des bateaux de type 022 marque le point de bascule. Les équipages, formés à Wuhan et à Ouagadougou, hissent pour la première fois le pavillon national sur des navires burkinabés. Le corridor est enregistré auprès des instances régionales et des Nations Unies selon le principe de défense collective. L'épisode déclenche à la fois fierté et surprise. Un pays sans mer qui navigue devient un titre repris dans la presse régionale. Les chancelleries occidentales réagissent par l'étonnement puis l'inquiétude. Le paradigme de dépendance vient de se fissurer. Concernant l'onde de choc, rapidement, la dynamique dépasse la logistique. Des pays voisins, Cameroun, Tchad, Togo, Ghana, Guinée, Côte d'Ivoire, demandent à rejoindre l'accord. 6 mois après l'inauguration, les effets sont mesurables. Baisse de 30 à 37% des attaques frontalières, réduction du délai de réponse opérationnelle de 42%, hausse du recrutement militaire de 68%, investissement direct étranger en progression de 23%. Mais la conséquence la plus durable est culturelle. Le mythe de l'impossibilité s'effrite. Les écoles organisent des visites, les artistes peignent des fresques sur les murs de Ouagadougou, et les familles racontent comment un projet national a réuni des mains autrefois séparées par la pauvreté ou la distance. Ibrahim Traoré apparaît ici non pas comme un héros solitaire, mais comme catalyseur. Il ordonne, coordonne et incarne la rupture avec le cycle d'assistance sous condition. Sa stratégie repose sur 3 principes: coopération régionale, transparence contractuelle et rejet de toute ingérence politique. L'événement fondateur ne réside pas seulement dans les chiffres, mais dans la réécriture du récit collectif. Pour la première fois, un État enclavé montre que la géographie n'est pas un verdict, mais une variable à reconfigurer. La démonstration s'appuie sur 3 ensembles de données. Voici le premier ensemble: investissement et coût. Le montant de 800 millions de dollars, ventilé entre fonds africains et prêts chinois, est présenté comme l'antithèse des programmes d'aide occidentaux. Aucune clause d'ingérence, pas de supervision dissimulée, mais des audits internationaux publics. Comparativement, rappelle la source, les contrats de protection occidentaux auraient absorbé 8 milliards en 10 ans. Cette mise en perspective chiffre la bascule d'un modèle de dépendance coûteuse vers une autonomie considérée rentable. Voici le deuxième ensemble: performance sécuritaire. La baisse de 30-37% des attaques aux frontières et la réduction de 42% du temps de réponse traduisent une coordination accrue entre armée et flotte intérieure. L'interopérabilité entre forces terrestres et navales a transformé la géographie du risque. Les rivières deviennent des axes de surveillance et d'intervention rapide. Voici le troisième ensemble: effets socio-économiques. Outre les 12 000 emplois temporaires et 4 000 permanents, la source évoque la création de PME autour du corridor, l'essor de services de restauration, d'entretien et de transport.
L'État publie en ligne les contrats et rapports de financement, une première dans l'histoire burkinabé récente. Le PIB aurait progressé de 4% l'année suivant la mise en service, tirée par la logistique et l'exportation. Chaque chiffre s'accompagne d'une signification explicite. 800 millions, coût d'une indépendance contrôlée, preuve d'un financement africain maîtrisé. 42%, indicateur de réactivité accrue, symbole d'un État redevenu opérant. C'est 4%, croissance ancrée dans la production interne plutôt que dans les flux d'aide. Au-delà des données, le texte dresse un contraste implicite. D'un côté, l'aide conditionnée, lente et opaque. De l'autre, la coopération fondée sur la transparence et la réciprocité. L'argument central, la souveraineté peut être quantifiée. Cette section s'achève sur une nuance essentielle. La réussite actuelle reste fragile. Les risques demeurent, pression diplomatique, défis techniques, écologiques et budgétaires. Mais pour la première fois, ces contraintes sont gérées de l'intérieur, non imposées de l'extérieur. En cela, Ibrahim Traoré et son gouvernement incarnent une logique d'expérimentation souveraine. Réinvestir le réel, contrôler les leviers et rendre visible ce qui, jadis, se négociait à huis clos. L'objection principale soulevée par les observateurs extérieurs concerne la soutenabilité du modèle. Un corridor maritime, même juridiquement souverain, repose sur un équilibre délicat. Entretien coûteux, dépendance technique vis-à-vis de partenaires étrangers, risque de pression diplomatique masquée. Les critiques rappellent que la Chine, même sans imposer de conditions politiques directes, agit selon ses propres intérêts stratégiques. D'autres doutent que la gouvernance locale puisse garantir à long terme la transparence annoncée. Face à ces arguments, la défense du modèle burkinabé s'appuie sur 3 données vérifiables. Premièrement, la publication intégrale des contrats sur un portail d'accès public, mesure inédite dans la région, auditée par des commissions mixtes associant État et société civile. Deuxièmement, la validation juridique du corridor par l'Union africaine et les Nations unies qui consolide sa légitimité internationale. Troisièmement, l'absence d'incidents diplomatiques majeurs depuis l'inauguration, preuve d'une capacité de dialogue malgré les tensions. Les partisans d'Ibrahim Traoré soutiennent que la dépendance réelle n'est plus technique, mais narrative. Ce qui enfermait le pays n'était pas son enclavement, mais l'idée que toute solution interne était vouée à l'échec. Le contre-argument s'étend, si les risques existent, ils ne diffèrent pas de ceux qu'impliquent les partenariats occidentaux antérieurs. La différence, cette fois, tient à la propriété du processus décisionnel. Derrière la confrontation de points de vue se joue une question de paradigme. Faut-il privilégier l'efficacité souveraine, quitte à dépendre ponctuellement d'une assistance technique, ou conserver un modèle d'aide conditionné pour réduire l'exposition politique? Le récit burkinabé choisit la première voie, au nom d'un principe de cohérence. La liberté se prouve dans la gestion de ses propres vulnérabilités. La discussion reste ouverte, mais les faits observés indiquent que la soutenabilité dépend moins du partenaire choisi que de la qualité du contrôle interne et du consensus social. En ce sens, le projet se défend autant par ses résultats mesurés que par son ancrage symbolique. Une nation enclavée qui se gouverne depuis son centre. À la frontière du possible, une phrase d'ouverture nous interpelle. Impossible n'est plus africain. À mi-parcours, le récit bascule de l'analyse à la perspective. Le corridor naval n'est plus seulement une infrastructure, il devient un instrument de narration collective. Le texte source décrit une série de convergences, formation de plus de 20 000 techniciens africains, coopération universitaire avec l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Brésil, création de laboratoires d'ingénierie navale à Ouaïgouya. Ce n'est donc pas un isolat militaire, mais un réseau de compétences. Le ton change. La souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une méthode. Chaque partenariat signé, chaque ingénieur formé et matérialise une décision de confiance en soi. Le modèle se propage, Rwanda, Burundi, Ouganda, adaptant déjà des accords de navigation intérieure inspirés du précédent burkinabé. L'Afrique passe ainsi du statut d'objet diplomatique à celui d'acteur régional. Ibrahim Traoré, en pivot de cette transition, apparaît comme le garant d'une vision multipolaire. Ni rupture brutale, ni soumission, mais redéfinition des règles du jeu. La question reste suspendue. Que devient la souveraineté lorsqu'elle se partage sans se diluer? Les effets tangibles se déclinent sur 4 plans. Sur le plan national,
le PIB progresse de 4%, les exportations minières et agricoles atteignent des records, les infrastructures régionales se densifient, les routes commerciales deviennent plus sûres, les coûts de transport baissent, stimulant les circuits internes de distribution. Les retombées s'observent aussi dans la création d'entreprises locales spécialisées dans la maintenance, la logistique et la formation technique. Sur le plan social, le programme du Service national des volontaires maritimes mobilise plus de 3000 jeunes pour des campagnes de reboisement, de nettoyage des rivières et d'assistance logistique. Ces initiatives redéfinissent la citoyenneté active. La marine n'est plus un symbole d'État distant, mais une institution de proximité. Les communautés riveraines participent aux décisions, les forums publics expliquent le projet, et les écoles l'intègrent dans leur module d'éducation civique. Sur le plan régional, 6 pays d'Afrique de l'Ouest demandent à rejoindre officiellement l'accord maritime en quête d'un modèle reproductible. Les structures régionales, CEDEAO, Union africaine, reconnaissent la contribution burkinabé à la stabilité du Sahel. Les pressions extérieures persistent, mais se heurtent à un front diplomatique africain plus coordonné. Sur le plan symbolique, la fierté nationale se réinvente. Les médias locaux célèbrent les marins du désert. Les artistes transforment l'épopée en fresques murales et chansons populaires. Ce regain culturel alimente un patriotisme apaisé, où la souveraineté n'exclut pas la coopération. Le récit officiel insiste sur une idée. L'Afrique ne quémande plus sa sécurité, elle la construit. Au croisement de ces plans, la figure d'Ibrahim Traoré réapparaît, non comme chef de guerre, mais comme administrateur d'un projet collectif. Sa stratégie semble viser un équilibre entre autonomie et ouverture, refusant autant la dépendance financière que l'isolement géopolitique. Les résultats mesurés confirment partiellement le pari, les indices de sécurité s'améliorent, l'économie locale se diversifie, l'opinion publique soutient massivement la continuité du corridor. Toutefois, le texte reconnaît que la réussite demeure conditionnée à la maintenance, à la formation et à la capacité d'adaptation technologique. Ce bilan de mi-course éclaire un tournant. La souveraineté cesse d'être proclamée, elle se pratique. Le pays prouve qu'un modèle africain de développement fondé sur la responsabilité interne peut produire des effets mesurables. Si d'autres suivent, la logique du centre s'inversera. Ce ne seront plus les capitales occidentales qui définiront les marges, mais les nations africaines qui traceront leur propre géographie du possible. 3 trajectoires se dessinent pour l'année à venir. Dans le scénario de base, le corridor maritime maintient son rythme actuel, formation continue des équipages, contrôle budgétaire rigoureux, coopération renforcée avec les universités africaines partenaires. Les infrastructures atteignent un niveau d'opérationnalité stable, la croissance avoisine 4 à 5%, et la flotte intérieure devient un modèle régional. Ce scénario suppose une stabilité politique interne et une pression diplomatique modérée. Dans le scénario optimiste, l'effet d'entraînement s'étend. Le corridor burkinabé inspire des pactes logistiques conjoints au Niger, au Togo et au Ghana, formant une dorsale fluviale africaine. Les investissements directs dépassent les projections. La coopération sud-sud s'institutionnalise. Les programmes d'échange techniques multiplient les profils formés, y compris féminins. Dans cette hypothèse, la souveraineté économique burkinabé s'ancre durablement dans un réseau continental. Dans le scénario critique, les tensions géopolitiques s'intensifient, attaques informationnelles, blocages douaniers, pression sur les institutions financières. Les coûts d'entretien du corridor s'alourdissent et la flotte requiert un appui extérieur accru. Le risque de dépendance technique ressurgit, testant la cohérence du modèle. Dans ces 3 variantes, le facteur déterminant reste la gouvernance. Si la transparence demeure réelle, contrat ouvert, audit public, participation citoyenne, le projet conserve sa légitimité. Sinon, il se réduira à une infrastructure spectaculaire mais fragile. Le texte de référence invite à une lecture lucide. La souveraineté n'est pas un état acquis, mais un processus d'ajustement permanent. Ibrahim Traoré, selon cette logique, se trouve face à un dilemme de dirigeants modernes. Consolider le pouvoir institutionnel sans retomber dans la personnalisation du pouvoir. Les 12 prochains mois agiront donc comme stress test d'un modèle africain fondé sur la coopération, la clarté contractuelle et la discipline budgétaire. Si ces piliers tiennent, le corridor maritime deviendra un précédent stratégique pour l'ensemble du continent, capable de prouver qu'un pays enclavé peut définir son horizon maritime sans céder sur son indépendance.
La réussite d'un projet national ne se mesure pas seulement aux chiffres, mais à la manière dont il résonne dans la population. Dans les rues de Ouagadougou, les conversations sur la marine sans mer traduisent une fierté nouvelle, mais aussi des attentes concrètes. Emploi, stabilité, reconnaissance internationale. Les enseignants racontent que leurs élèves citent désormais la base navale dans leurs dissertations. Les familles voient dans les marins un miroir d'émancipation. Le discours officiel met l'accent sur la dignité retrouvée. Nous n'avons plus besoin d'attendre la permission. Phrase reprise sur les murs et dans les chants populaires. Pour le citoyen ordinaire, cette transformation demeure double. D'une part, elle offre un récit de puissance retrouvée. D'autre part, elle exige une responsabilité civique accrue. Suivre les budgets, dénoncer les dérives, participer aux décisions locales. Des initiatives communautaires émergent. Coopératives féminines autour de la logistique, programmes d'éducation aux métiers techniques, cercle de débat sur la souveraineté. L'impact psychologique est notable, le sentiment d'impuissance s'efface derrière l'idée de participation. Ibrahim Traoré, en centralisant l'autorité, s'expose au risque d'être confondu avec le projet lui-même. Pour éviter cette dérive, la communication officielle insiste sur la collégialité. Le corridor est présenté comme une œuvre collective, non comme l'aboutissement d'un leadership personnel. En définitive, ce chapitre du récit burkinabé fonctionne comme un miroir pour d'autres nations africaines. Il montre que la souveraineté commence dans la conscience populaire avant de s'inscrire dans les traités. L'avenir du modèle burkinabé peut se lire en 5 étapes. Premièrement, la consolidation interne, renforcer la maintenance des infrastructures, garantir la formation continue, stabiliser les budgets. Deuxièmement, l'institutionnalisation du contrôle, pérenniser les commissions mixtes, État, société civile, pour auditer chaque contrat et chaque dépense publique liée au corridor. Troisièmement, l'extension régionale, mutualiser les forces logistiques avec les pays déjà partenaires du corridor transsahélien afin de créer une chaîne d'interopérabilité africaine durable. Quatrièmement, la diversification économique. Encourager l'industrialisation autour des bases navales, développer des zones de production locales et des formations d'ingénierie maritime reconnues. Cinquièmement, l'alignement diplomatique. Consolider la reconnaissance internationale tout en refusant les conditionnalités extérieures. Chaque étape s'appuie sur un principe. La souveraineté n'est viable que si elle devient mesurable. La transparence, la compétence et la continuité institutionnelle en sont les instruments. À moyen terme, la priorité sera donc de transformer le corridor en écosystème, infrastructure, formation, innovation, citoyenneté. Si ces composantes s'articulent, le modèle pourra inspirer d'autres nations enclavées cherchant à se libérer du déterminisme géographique. Cette feuille de route, tout en rappelant les fragilités, trace une voie de résilience. Apprendre à gérer ses propres contraintes, à les convertir en atouts et à mesurer le progrès sans dépendre du regard extérieur. Tout récit fondateur possède un moment de résonance. Celui du Burkina Faso tient dans un geste simple. Hisser un pavillon sur des COD intérieurs et dire que c'est possible. Le symbole a dépassé la technique. Dans les villages proches du corridor, les parents montrent les photos des patrouilleurs comme autrefois celles des récoltes, preuve d'effort et de continuité. À Ouagadougou, l'écho est collectif. Des milliers d'habitants ont assisté à la première parade navale. Des drapeaux, des chants et le sentiment d'appartenir à une histoire qui ne se raconte plus de l'extérieur. Ibrahim Traoré, silhouette calme sur la tribune, ne revendique pas la victoire mais la persévérance, celle d'un pays qui se tient debout sans permission. Le motif revient, dignité, responsabilité, apprentissage. La marine burkinabé n'est pas la fin d'une utopie, mais le début d'une pédagogie politique. À travers elle, une génération découvre que la souveraineté n'est pas donnée. Elle se construit à force de décisions répétées, d'erreurs corrigées et de courage transmis. La dernière phrase résonne comme une maxime. Ce que nous avons bâti de nos mains ne peut être défait que si nous cessons d'y croire. Ce récit n'est pas clos. Il invite chacun à observer autrement le continent africain, non plus comme un espace de manque, mais comme un laboratoire d'invention. La trajectoire du Burkina Faso prouve qu'une géographie défavorable peut devenir un moteur stratégique lorsque la volonté politique s'allie à la compétence technique. L'enjeu désormais dépasse la seule réussite nationale.
Il s'agit d'écrire une méthodologie de l'autonomie partagée. Les spectateurs, les étudiants, les chercheurs, les décideurs africains sont appelés à participer, par la veille, la formation, la coopération transparente. La souveraineté n'est pas une forteresse, c'est un réseau. Dans cet horizon, Ibrahim Traoré demeure une figure de transition. Ni héros ni technocrate, mais déclencheur d'un cycle où le possible se redéfinit collectivement. Alors, question finale. Combien d'autres nations oseront convertir leurs limites en levier ? L'histoire récente montre que l'impossible ne demande qu'une décision. À vous d'y répondre, à votre manière, en prolongeant ce geste de liberté que le Burkina Faso a osé incarner.